Nous allons avoir une chronique de Bloop qui va s'intéresser aux liens qui sont existants entre, d'un côté, le hasard, l'impro et les rencontres dans les performances et les happenings que tu vas essayer de nous lier au jeu de rôle. Parfait. Je suis très curieux et la scène est à toi. Pour un peu de contexte quand même, dans le dernier épisode, j'avais appris que les MJ faisaient de l'impro et que c'était pas scripté. Et ça m'a un peu débunké toute cette idée, tout ça. Et en fait, j'y réfléchis et étant dans le milieu artistique, parce que je suis professeure d'art plastique, je me suis demandé si on pouvait pas faire un rapprochement entre le jeu de rôle et le domaine artistique qu'est la performance ou le happening. Ma question que je vais vous poser à vous, mes petits loulous, c'est est-ce que vous connaissez cette œuvre de Marcel Duchamp ? Oui. Quel est votre avis ? Je pense que c'est plus un foutage de gueule qu'une œuvre d'art, mais C'est légitime, j'entends l'argument. j'aime bien. Donc moi je suis un petit con, donc j'aime bien aussi l'idée. J'ai un point de vue chiant, parce que je suis quelqu'un de chiant et que du coup je cherche toujours à faire des commentaires méta sur les trucs. Mais en fait, je me dis, ça a été fait pour faire parler. Et force est de constater que ça fait parler. Mhm. Et moi, ça m'embête que ça fasse parler. Ça t'embête que ça va se parler. Ouais. Pourquoi ? Dans le sens que, en fait, ça ramène à plein de questions de type qu'est-ce que c'est l'art ? Est-ce que c'est ça la limite de l'art ? Etc. Et du coup, ça porte le débat à une espèce de niveau institutionnel et à plein de gens qui se posent des questions et qui cherchent à y répondre et tout. Alors qu'en fait, pour moi, j'ai une approche très personnelle vis-à-vis de l'art. Par exemple, pour moi, quelque chose est de l'art si je considère que c'est de l'art. Et puis, si je vois pas de démarche spécialement, pour moi, c'est pas forcément de l'art. Mais en fait, de toute façon, l'art en lui-même, c'est un espèce de truc abstrait. Donc, en fait, je m'en fiche. Et ce qui me compte pour moi, c'est est-ce que ça me procure des sentiments ou pas quand je regarde un truc. Pour moi, la question de est-ce que c'est de l'art ou pas, je la trouve très abstraite et pas du tout... Enfin, même pas spécialement pertinente, en fait. Vos arguments, ils se valent, puisque de toute façon, c'est subjectif. Et effectivement, la conclusion de cette œuvre-là, c'est questionner l'art, tout ça, mais il n'y a pas énormément de travail derrière. Marcel Duchamp, c'est un monsieur qu'on appelle le père du ready-made. Les ready-made, c'est les... Je sais pas comment le traduire. Les tout prêts, en fait. Il a acheté une pissotière et il l'a exposée. Mais il y a une histoire qui est importante. À l'origine de quand c'est arrivé, Marcel Duchamp faisait partie d'une organisation pour faire une exposition. L'idée, c'est de faire valoir toute œuvre sans jugement, sans jury, sans discrimination. Mais pendant l'installation, il y a des organisateurs qui commencent à juger une peinture devant Marcel Duchamp, qui va du coup à l'encontre des principes de l'exposition. Et à ce moment-là, il a décidé d'acheter une pissotière, de l'exposer comme une sculpture et de la signer. Elle est signée du coup Hermut, parce qu'elle est signée anonymement, et il a quitté l'organisation suite à ça. Et en fait, il voulait plus emmerder les organisateurs à la base, et c'en est devenu une œuvre d'art, et ça en est devenu un ready-made, et du coup ça a fini par questionner l'art et les objets du quotidien dans l'art. Les ready-made, c'est en lien avec le dadaïsme, qui est un mouvement artistique, qui questionne aussi l'art. Est-ce que le quotidien est art ? Il y a tout ça. Je vous montre cette image, parce que ça rejoint la vie de Velvet, la banane côté au mur. Est-ce que vous la connaissez ? Oui, vachement connue. J'ai des élèves qui m'ont déjà posé la question, sans doute pour me faire perdre du temps aussi, pour l'avancée du cours. Mais madame, est-ce qu'une banane collée sur un mur avec du scotch, c'est de l'art ? Et ils me disaient ça aussi pour prouver un point de c'était ok de faire le strict minimum, ce qui n'est pas ok. Mais j'ai dû du coup leur expliquer le principe du processus de pensée, de comment c'est arrivé, tout ça, d'où La Fontaine. J'en reviens au jeu de rôle, parce qu'il y a une continuité de ma pensée. Je vous parle maintenant du futurisme. C'est un mouvement artistique, à peu près au même moment, où ils vont questionner les bruits quotidiens dans l'art. J'ai pas trouvé de vidéo qui reprend cette œuvre que vous voyez, mais l'idée c'est que c'est des gros caissons qui font beaucoup de bruit, type industriel, dans les rues, les voitures, les choses comme ça. C'est très désagréable, mais ça questionne le quotidien et ça questionne l'art. J'en viens donc à la performance. Elle naît dans la première moitié du XXe siècle. Les revendications des artistes sont de remettre en cause les conventions, les contraintes, les idéologies de l'époque. Les futuristes, eux, ils appuient sur la remise en cause du modernisme. Par le modernisme, la machine, la vitesse, le monde industriel, et les dadaïstes ils vont plutôt questionner les objets du quotidien. On en vient à John Cage, notre personnage principal dans cette histoire. C'est un plasticien, musicien américain qui a influencé l'arrivée de la performance. Je vais d'abord vous présenter une vidéo. Et ensuite, je vais vous parler de pourquoi John Cage est important à mon idée. Water walk because it contains water and because I walk during its performance. That figures, doesn't it? Now, also, two things I want you to notice. Over here, Mr. Cage has a tape recording machine which will provide much
you touch the machine so we can know where it is, which will provide much of the background. Also, he works with a stopwatch. The reason he does this is because these sounds are in no sense accidental in their sequence. They each must fall mathematically at a precise point. So he watches his watch as he works. Là, il explique l'idée de la performance. I think it's interesting. If you are amused, you may laugh. If you like it, you may buy the recording. John Cage and Walter Walt. Je vais faire avancer un petit peu. En fait, John Cage, il va prendre l'idée des dadaïstes en questionnant les objets quotidiens dans l'art. Et il va prendre aussi l'idée des futuristes sur le bruit qu'ils produisent pour en faire une performance. Ça n'a aucun sens. Lui, son idée, c'est que la vie et l'art se confondent. Et la performance, on pourrait la définir par la pratique d'un artiste se concentrant radicalement sur l'exécution d'une action et sur l'immédiateté de son pouvoir signifiant. Globalement, c'est sa présence dans l'œuvre. John Cage, il va présenter les travaux et les idées de Marcel Duchamp et de Luigi Russolo, du coup, dadaïste et futuriste, à des artistes et notamment à ses élèves de la New School for Social Research, qui est une université où il y avait des étudiants en art. Des artistes vont pratiquer une forme intermédiaire entre l'art, le théâtre, la danse, l'improvisation, par l'influence de John Cage et du coup de Duchamp et de Russolo. Ce qui va faire naître le happening. Je vais faire un petit retour à mon sujet de si nous venions à comparer le jeu de rôle d'un côté et la performance, le maître de jeu serait un peu l'artiste. Il propose à son spectateur, donc les joueurs, une histoire, une narration, un message, par le verbal. Sa performance peut être improvisée ou non, donc il y a la notion de hasard aussi qui rentre dedans. Cependant, il y a une notion clé qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que je vais sur le happening, c'est la participation du spectateur, donc du joueur. Dans la performance, le spectateur, il n'est pas impliqué du tout, c'est que l'artiste qui fait. Du coup, le happening, c'est globalement comme la performance, mais le spectateur joue un rôle important dedans. Alan Capro, c'était un élève de John Cage. Et lui, il a commencé à travailler autour des happenings. On voit 18 happenings en 6 parties. Ils ont installé en gros une pièce avec des sortes de murs. Des fois, c'est des parevents, des fois, c'est des vitres. Et globalement, ils ont divisé la pièce en 6 parties. Et dans ces 6 différentes parties, il y a des artistes qui vont peindre, qui vont jouer de la musique, qui font des actions de tout genre, et le spectateur, lui, est amené à se déplacer dans ces petites pièces. Puisque le spectateur se déplace, il fait partie de l'action, il fait partie de ce qui se passe, il fait partie des interactions, parce qu'il y a des interactions. Et du coup, chaque performance, qui du coup sont des happenings, sont uniques par les interactions avec les spectateurs. John Cage, parce qu'on en revient, il a fait une performance. Normalement, c'est ce qu'il avait déterminé comme une performance. Mais en fait, c'est devenu un happening par la suite parce qu'il a proposé 4 minutes 33. 4 minutes 33, c'est une musique vide. C'est une performance où il est sur scène avec un public devant un piano et il joue cette partition-là qui est vide. Et du coup, il n'y a que du silence. Sauf que pendant l'enregistrement en fait de cette performance, on entendait du bruit, on entendait des spectateurs qui toussaient, on entendait les spectateurs bouger, on entendait des spectateurs des fois qui rigolaient parce que c'est un peu drôle quand même. Tous ces bruits ambiants, du coup, ont fait partie de la trace de la performance et du coup, c'est devenu un happening parce que les bruits émis par les spectateurs étaient uniques à ce moment-là et ils ont joué un rôle dans le silence. Il y a plusieurs artistes qui ont essayé de refaire d'ailleurs le 4 minutes 33. C'est là aussi qu'on se rend compte de la notion du happening et du spectateur, de l'importance du spectateur dans cette action. C'est que le silence n'est pas le même et du coup, l'impact n'était pas le même. Je vais vous parler de Marina Abramovic. C'est une artiste que j'affectionne tout particulièrement et j'ai décidé que j'allais en parler parce que j'avais envie. Elle fait beaucoup de happenings dans ses démarches et elle a vécu beaucoup de choses vis-à-vis de ça. Là, on peut voir qu'en 1974, elle a fait Rythme Zéro. Le principe est un peu lourd dans le sens émotionnel, mais elle s'est présentée non pas comme une femme, mais comme un objet, avec l'idée Dada du coup. Et pendant 6 heures, elle avait juré de ne pas bouger et d'être à la merci de son public. Et le moment, du coup, a très vite viré au cauchemar, puisque les spectateurs, ils ont décidé de la malmener et lui faire subir des violences physiques. Et son œuvre, elle l'a très mal vécue. Et elle avait décidé de garder toutes les traces quand même, comme témoignage du comportement humain et des conditions sociales de la femme. Donc ça a été un message très puissant à l'époque. Et ça montrait aussi que le spectateur, il n'est pas toujours gentil. Mais en 2010, Marina Abramovic, elle en propose une nouvelle qui s'appelle L'artiste est présent. Et pendant 3 mois, elle a invité ses spectateurs à s'asseoir un par un devant elle et à partager un moment de contemplation, yeux dans les yeux. Dans son public,
Elle l'avait pas prévu, mais il y avait Ulay. Je crois que je le prononce mal, je suis désolée. Mais il s'appelle Ulay. Ulay, c'est un artiste et c'est aussi son ancien compagnon qu'elle n'avait pas revu depuis 20 ans. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était pendant une performance qu'ils faisaient ensemble, où ils marchaient sur la muraille de Chine et quand en fait ils se retrouvaient, ils partaient de bout à bout et quand ils se retrouvaient, c'était la fin de leur relation. Il l'avait officialisé dans une performance, dans une œuvre et Ulay s'est retrouvé devant elle en 2010. Et elle l'avait pas prévu. C'était pas du tout prévu. L'idée était que dans sa performance, elle devait pas bouger, encore une fois. Elle a cette idée vraiment de ne pas bouger dans ses performances, enfin dans ses happenings du coup. Mais elle a brisé cette règle-là quand son ex-compagnon il est arrivé et elle lui a tenu les mains et elle a pleuré et c'est trop mignon. J'en reviens à notre sujet quand même. D'une manière plus large, le happening, ça peut être associé à beaucoup de domaines différents, pas que artistiques, notamment des domaines sociaux, comme les manifestations. Parce que, en soi, un happening, dans sa définition, ou dans sa traduction même, c'est un événement avec la participation d'un groupe de personnes. C'est ceux qui arrivent. Du coup, une manifestation, une séquence à l'école, ça peut être aussi un happening, parce que le professeur dirige quelque chose, une histoire, un apprentissage et les élèves participent. Ça peut être chez les humoristes aussi aujourd'hui qui jouent beaucoup avec le public. C'est de moins en moins des performances et plus de la participation avec le public. La seule différence en fait entre ces cas-là et les happenings que je vous ai montrés, c'est qu'ils sont pas déterminés ainsi. Est-ce que vous avez compris le lien que je voulais faire avec le jeu de rôle? Est-ce que votre pensée a été claire? Oui. C'est du coup l'idée que vous êtes l'artiste et vous faites participer des gens à votre table, qui sont vos joueurs, mais du coup vos spectateurs. Et l'histoire que vous faites, c'est l'œuvre d'art, et elle est forcément unique, parce que vous allez pouvoir affirmer qu'il n'y a pas une seule partie qui s'est ressemblée dans vos tables. On discutera un peu plus tard de choses avec lesquelles je suis pas d'accord là-dedans, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Peut-être qu'il y a des choses dont Et j'ai voilà, hâte d'en parler. tu es la personne la plus apte dans le domaine, je ferai part de mes remarques. Je vous pose une question. Là, on a parlé du coup de ready-made, du futurisme, des performances, des happenings, tout ça pour expliquer que le jeu de rôle pourrait être apparenté à une forme d'art. Est-ce que, selon vous, le jeu de rôle peut être considéré comme une forme d'art? Et si oui, quels en seraient les ancêtres? Puisque pour le happening, les ancêtres seraient le ready-made. Est-ce que pour le jeu de rôle, il y aurait des ancêtres? Et je sais que oui, parce que tout à l'heure, Velvet, tu as dit un terme que je n'ai pas compris, mais je crois que c'était en lien. Tu as parlé de wargame et de dés avec des formes bizarres. Et tu m'avais dit que ça, c'était des vieilles choses, et du coup, je voulais que tu m'en parles aussi. Pour répondre à ta question, est-ce que le jeu de rôle c'est de l'art et quels sont ses ancêtres? Il y a la comparaison avec le théâtre d'improvisation qui est fréquemment faite et qui est pas galvaudé à mon goût. Le wargame, je ne juge pas que ce soit de l'art, c'est un jeu, le wargame le plus connu, c'est Warhammer. C'est des batailles de figurines à plus ou moins grande échelle. Et pour retracer rapidement, le jeu de rôle en fait, Donjons et Dragons, si on va dire que c'est l'ancêtre du jeu, le premier jeu de rôle. Donjons et Dragons, c'est des gars qui se sont dit, si on resserrait l'échelle en passant de armée immense, grosse escouade, petite escouade, un personnage. C'est dans le storytelling, c'est ça Donjons et Dragons. Donc est-ce qu'on considère le wargame comme une forme d'art? Moi, j'aurais tendance à dire que non. Après, je suis d'accord avec Taros sur un truc, que l'art est dans l'œil de celui qui regarde. Des gens trouvent que c'est de l'art. Toi, Taros, tu en penses quoi? Moi, j'ai un avis qui est à multiples facettes. Parce que c'est assez amusant, cette question de est-ce que le jeu de rôle est un art? Je me la suis retrouvé, on me l'a foutu en travers de la gorge, de manière complètement aléatoire. Un de mes anciens joueurs, un jour, dans une conversation, m'a envoyé un message spécifiquement à moi, en me demandant est-ce que le jeu de rôle, c'est une forme d'art? Moi, je pense que non. Donc, du coup, moi, j'ai fait un petit peu l'avocat du diable et j'ai pris la position inverse, forcément. Même si, en vrai, comme vous pouvez peut-être le deviner avec ce que j'ai dit plus tôt, je considère que le fait de répondre oui ou non à la question n'a pas grande importance, dans le sens que ça va pas changer ma pratique. J'aurais plutôt tendance à dire que si c'est un art malgré lui. Il n'a pas vocation à être un art du tout. Ça n'a pas vocation à être une pratique artistique en elle-même. Du moins, c'est ma perception. Mais c'est juste que il a possiblement suffisamment de caractéristiques pour s'approcher de ce que pourrait être un art. Du point de vue, par exemple, que tu parlais théâtre d'improvisation. Il y a une question de savoir est-ce que le théâtre d'improvisation est un art. Si on considère que oui, certaines formes de jeux de rôle, pas toutes, mais certaines formes de jeux de rôle qui sont très proches du théâtre d'improvisation, dans ce cas-là, par extension, doivent être considérées de la même manière. Enfin, sinon, c'est un non-sens. Il y a cet aspect de, comme tu l'as très bien souligné, Bloop, avec la question du happening et de la performance qui est toujours différente, parce que moi je pense pas exactement la même vue que toi, Velvet, là-dessus. Moi, l'intégralité des scénarios que je fais jusqu'à très récemment, c'est des scénarios que je n'avais jamais fait avant et que je ne referai jamais. D'accord.
Ok. Je fonctionne quasiment toujours à l'impro. Les seuls scénarios que je n'ai pas fait à l'impro, c'est les quelques scénarios qui sont en train d'être mis dans le manuel de jeu de rôle que je suis en train de faire. Mais autrement, tous les autres, c'était ah tiens, j'ai envie de raconter ça. Ça a l'air d'intéresser les gens qui sont là. Bon, on va aller là-dessus. Et puis si je m'aperçois en cours de route que finalement, ils ont plus envie de partir sur tel autre truc, oh bah c'est pas grave, le scénario, hop, magiquement, il dévie, il glisse. Et donc du coup, là, ouais, il y a vraiment un lien très fort entre ce que je faisais et ce que tu évoquais à l'instant, Bloop. J'ai juste une question sur l'art. C'est un concept que j'ai, tu me m'arrêtes si je me trompe, que l'art est quelque chose qui est fait volontairement. Il y a pas d'art. La nature ne produit pas d'art. Elle produit des choses belles, mais pas d'art. Il y a une volonté de faire de l'art. Oui. Oui, vas-y. Est-ce que jusqu'ici, c'est quelque chose qui est vrai ou est-ce que c'est moi qui suis en train d'interpréter Jusque-là, ce que tu dis, c'est vrai, mais j'ai un contre-exemple. Alors, c'est vraiment un débat encore qui est très ouvert. De toute façon, le débat de l'art, en général, c'est très, très ouvert. Mais je suis d'accord sur le fait que la nature ne produit pas de l'art. Par contre, si on prend l'exemple des peintures préhistoriques, bah, c'était pas de l'art non plus. Mais ça en est devenu, parce que c'est humain. Je veux bien l'explication, là. Tu vois les grottes de Lascaux? Je vois les grottes de Lascaux, oui. Les peintures qu'il y a sur les murs, Ouais. à l'origine, elles avaient pas pour but d'être jolies, pas pour but d'être de l'art. C'était plutôt une trace plutôt historique et éducative. Ça n'avait pas pour but d'être beau en fait à l'origine les peintures préhistoriques, mais en les découvrant plus tard, nous les humains dans notre société, on a dit que c'était de l'art. Maintenant, c'est considéré comme de l'art. C'était un contre-exemple. Mais je suis d'accord sur le fait que la nature ne produit pas de l'art. J'étais sûr et certain qu'il y avait des peintures rupestres qui étaient faites pour, a priori, qu'on pensait qu'elles n'avaient pas d'autre intérêt que d'être belles, mais bah, on n'y était pas. Donc de toute façon, même si j'ai raison, je pourrais jamais le prouver. Mais donc, si on part de la base qu'il faut l'intention pour créer de l'art, sauf si on a une peinture rupestre, a priori, qui est quand même un très bel contre-exemple, si c'en est un. J'ai des contacts dans l'archéologie, j'irai voir faire. C'est vrai ça? Vous m'avez menti toute ma vie. En tout cas, dans le domaine des arts, on le considère comme de l'art. D'accord. Si, quand moi je fais ma table de jeu de rôle, si j'ai pas décidé que c'était de l'art, est-ce que ça en est? Comme je vais revenir avec mes paraboles sportives, si je décide de jouer au football dans un terrain vague avec des poteaux, si on n'a pas décidé que c'était une performance sportive, est-ce que c'en est une? Bah, du coup, je vais reprendre l'exemple des peintures préhistoriques. Ok. Je veux dire qu'à ta temporalité actuelle, si tu n'as pas décrété que c'est de l'art, c'en est pas. C'est un peu aussi le débat actuel de l'art, c'est qu'est-ce qui est art? Bah, en fait, selon les règles d'aujourd'hui de notre société, c'est si tu as le statut d'artiste, tu fais de l'art. Par contre, si dans 1000 ans, on a des chercheurs qui trouvent Ah, j'ai pas mes mots. Des vieux actual plays enregistrés sur un disque dur. Par exemple, ou des vieux plateaux de jeux de rôle ou des choses comme ça, et que eux, ils décident d'en dire que c'était une forme d'art, il le sera considéré comme. Mais on est d'accord, quand on parle de jeu de rôle, on parle de l'happening ou la performance. On parle pas, par exemple, des objets. Que j'étais un livre de jeu de rôle, il y a du texte, il y a des dessins, c'est une concaténation de formes d'art. Bah, c'est des outils qui servent l'art, du coup. Genre, en soi, ils vont comprendre, c'est très hypothétique, mais ils comprendraient qu'il y a eu une partie, qu'il y a eu un déroulé, qu'il y a eu un début, une fin, et qu'il s'est passé des choses là-dedans. Et cet ensemble-là, ils pourraient le considérer comme de l'art. J'avais une dernière question, j'espère que je suis pas plus vite que la musique. Pourquoi tu nous présentes le jeu de rôle comme potentiellement un happening où le jeu fait quelque chose et les joueurs sont le public et que toute la table n'est pas les artistes? J'ai pas abordé ce point, mais si, ça pourrait l'être aussi. Dans le cas où les joueurs sont que des joueurs et pas des co-MJ, ils ont de l'influence sur la narration, mais la narration leur est imposée. Il y a l'autorité du MJ. Du coup, c'est ce qui fait que, dans ce cas-là, ça pourrait être apparenté à du happening. Parce que c'est le MJ qui choisit ce qui se passe. Dans la globalité, il y a une part d'aléatoire, forcément, mais c'est lui qui pose les bases, c'est lui qui gère la chose. Dans le cas où il y a des co-MJ, dans ce cas-là, la personne, elle est et spectateur et artiste. D'accord. J'ai une question, elle est un peu bateau, mais c'est aussi pour m'assurer qu'on soit sur la bonne. Vous êtes MJ, proposez une partie. On est d'accord que c'est pas la finalité qui est importante. Dans quel sens? Est-ce que tu peux préciser? Dans le sens où la partie importante de votre rôle, c'est le voyage. Pour ma part, c'est une position qui a un peu évolué au fur et à mesure du temps. Maintenant, je suis complètement d'accord avec ça. Au début, moins. Et entre deux, c'était bizarre. Comme j'ai enregistré la plupart de mes parties de jeux de rôle comme des actual plays, la production du jeu de rôle en lui-même, il y avait un acte de production qui était présent avec. Il y avait cette question-là qui était un peu au centre. Je dois avoir tout le monde qui s'amuse à la table. Ça, c'est la priorité numéro 1. Mais priorité numéro 2, c'est aussi que j'ai quelque chose que je puisse derrière partager. Maintenant, c'est plus du tout le cas. J'avoue que même quand j'enregistre, je me dis, bon,
La plupart du temps, déjà maintenant, c'est pour archivage. Si j'enregistre pas, bon, ou s'il y a un problème d'enregistrement quelconque, si j'ai pas l'énergie ou pas la volonté pour monter l'épisode de JDR en question, c'est pas grave. Et je me suis mis à faire plein de parties sans avoir en tête justement la réalisation et en étant en mode le voyage. Donc maintenant, je suis très le voyage, mais je l'ai pas toujours été. Est-ce que tu es d'accord, Velvet? Avec toi, oui. Soyons francs, j'ai commencé plus de je n'ai pas terminé beaucoup plus de campagnes que je n'en ai terminé, donc ça serait mal avisé pour moi de dire que l'intérêt du jeu de rôle c'est de terminer. Et pour moi, le jeu de rôle c'est qu'une façon de raconter une histoire différente. Et on est tous d'accord. C'est cool quand on arrive à la fin d'un livre, d'une série, d'un film. Des fois les fins sont décevantes, des fois les fins sont pas bien, mais en fait, on a tous une série favorite qui a été annulée, et c'est pas pour autant qu'elle est pas bien. C'est beaucoup de mots pour dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, du coup, c'est là que je fais un rapprochement de plus, en fait. Quand il se passe des performances ou des happenings, ce qui est important, c'est de le vivre. Il existe des traces, vidéos, photos, tout ça, mais c'est moindre que de le vivre. Hop là, un lien de plus. Sur le fait que vos parties, elles sont toutes uniques. Est-ce que vos parties sont toutes uniques quand vous faites le même scénario? Donc a priori, il n'y a que moi qui peux répondre à cette question. Oui, j'irais même jusqu'à pousser le fait d'avoir déjà fait 2 fois le même scénario avec une équipe quasiment similaire, à une personne près qui était pas là et on l'avait refait pour lui. Et alors il y a une volonté de la part des joueurs-joueuses de pas non plus refaire la même chose, mais je pense sincèrement que rejouer 2 parties de jeu de rôle, même avec la même équipe, tu n'auras pas le même résultat. Après, tout dépend du scénario. Si c'est un scénario à twist et à mystère, c'est vachement moins fun si ça veut déjà qui est le meurtrier, mais pour un truc plus basique comme Donjons et Dragons, je suis à peu près sûr que je peux refaire un scénario, il prendrait des classes différentes, des trucs différents et il s'amuserait différemment. Comme on a dit, on parlait de l'évolution, j'ai évolué, je la jouerai plus de la même manière. Oui, ça compte beaucoup ça aussi. Que la manière dont tu vas le mettre en scène va changer la manière dont les réactions vont se faire. Et... Ça dépend aussi de ton état d'esprit, comme beaucoup de choses, comme toutes les formes d'art, je pense. Alors, c'est peut-être un peu galvaudé comme comparaison, mais pour moi, un scénario, c'est une partition de musique, et la partie de jeu de rôle, c'est l'interprétation à l'orchestre. Comparaison qui se fait très bien aussi, je trouve. Un orchestre vraiment foutraque qui écoute qu'à moitié. Mais qui s'amuse énormément. Et c'est l'important. Oui. Dans le jeu de rôle, il y a jeu. Et c'est une sacrée morale de fin, ça.